Action, thriller, policier, enquête, science-fiction, aventure fantastique, comédie, super-héros, horreur, film d'animation. Pop X-Men, Pop Les 4 Fantastiques, Pop MCU, buste et figurines. Autre pop. Bonjour. Rétrocritique Spider-Man 2, Spider-Man 2 de Sam Raimi, sorti en 2004. Je lance un nouveau concept, j'espère qu'il vous plaira, c'est la critique et la rétrocritique en piste. Je suis sur une piste cyclable, pas très loin de chez moi, avec mon vélo. J'espère que ce concept vous plaira, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez, si ça vous plaît ou non. Rétrocritique et critique en piste. Là, c'est rétrocritique en piste. Je vais rester ici et faire ma rétrocritique. Spider-Man 2 de Sam Raimi, sorti en 2004, 2 ans après le premier. Le premier c'est 2002, le 2 c'est 2004, le 3 c'est 2007. Mais le 3, ça sera le sujet d'une autre rétrocritique en piste, évidemment. Le 2, c'est celui que j'aime le moins des 3. Je préfère le 1 et le 3. Je trouve que le 2, il est plus lent et plus mou que le premier. Il ne ressemble pas du tout au premier. Le premier est très coloré. Il a même un aspect un peu kitsch par moment. Le 2, pas du tout. Le 2 est plus sombre, plus lent, plus mou, je trouve. Le générique, qui n'est pas du tout pareil aussi. Le générique d'intro. Déjà, il est rouge dans le 2. Alors que dans le 1 et le 3, il est bleu. Moi, j'aime pas trop le générique rouge. Je préfère le générique bleu du 1 et du 3. Alors voilà, j'ai mis les génériques d'intro, côte à côte, dans l'ordre évidemment, le 1, le 2 et le 3. Il n'y a que le 2 au milieu qui est rouge, et comme je disais, moi je préfère le bleu, je préfère ceux du 1 et du 3, et je me disais qu'ils auraient dû inverser en fait. Il aurait fallu faire l'inverse, faire rouge, bleu, rouge, parce que le costume de Spider-Man a plus de rouge que de bleu, donc ça aurait été plus représentatif. Après c'est que mon avis. Voilà. Le générique qui fait office de récapitulatif envers le premier Spider-Man, un peu comme dans les séries télé. Vous savez, quand vous avez un précédemment dedans, en fait ça rappelle des événements du premier, sous forme de dessin. Un dessinateur qui s'appelle Alex Ross, qui est un des meilleurs dessinateurs de bande dessinée au monde. Il a d'ailleurs dessiné des bandes dessinées Spider-Man, et là il fait le générique de Spider-Man 2. Les dessins sont magnifiques, mais j'aime pas trop l'aspect rouge. Comme je disais, je préfère le bleu du 1 et du 3. Le film se passe 2 ans après le premier, dans l'histoire comme en vrai, parce qu'au début du film, vers le début, Peter va chez Tante May. Il y a Tante May, Harry et MJ qui lui ont organisé un anniversaire surprise pour ses 20 ans du coup. Et un peu après que Harry et MJ soient partis, Tante May le dit à Peter. Ça fait 2 ans que Oncle Ben est mort, dans le premier Spider-Man. Il est sorti 2 ans après le premier. Le premier c'est 2002, là c'est 2004. Dans l'histoire il se passe 2 ans après, comme dans la réalité. En fait dans l'histoire, ils ont respecté l'unité de temps par rapport à la réalité, qui est 2 ans. Ils auraient pu dire que le film se passe, je sais pas, 6 mois après le premier. Non, non. Ils ont respecté par rapport à la réalité les 2 ans. Ça c'est cool. Tobey Maguire est né en 1975. Le film est sorti en 2004, donc tourné en 2003.
Du coup, il avait 28 ans au tournage. 1975, tournage en 2003, 28 ans. Il joue un Peter Parker de 20 ans, mais du coup, ça se voit qu'il n'a pas vraiment 20 ans. Il fait son âge, il fait 27, 28, 29 ans. C'est un petit peu dommage, c'est pas très crédible. Il n'a pas la même coupe de cheveux dans le 2 par rapport au premier. Dans le premier Spider-Man, il a une coupe de cheveux classique, entre guillemets. Monsieur tout le monde, on va dire. Dans le 2 et le 3, il a les cheveux plus longs, avec une raie sur les côtés, sur un côté, et puis de légères joues. Il est légèrement joufflu. Dans Spider-Man 2 et Spider-Man 3, du coup, ça lui fait pas tout à fait la même tête que dans le premier Spider-Man. Il est légèrement différent physiquement. Pareil pour James Franco qui joue Harry Osborn, qui revient ici, et bien sûr. Lui aussi a les cheveux plus longs que dans le premier Spider-Man, surtout sur les côtés et derrière la nuque, derrière la tête. Donc lui aussi physiquement est légèrement différent par rapport au premier. Pareil encore pour Kirsten Dunst, un petit peu dur à prononcer, qui joue Mary Jane Watson, MJ. Elle aussi a une coupe de cheveux différente. En plus dans le premier elle a les cheveux rouges, un peu comme la barrière que vous voyez ici. De deux côtés. Plus ou moins une couleur comme ça, rouge foncé. Dans le 2 il est plus châtain. Dans le 2 il a plusieurs coupes de cheveux différentes, donc elle aussi est légèrement différente par rapport au premier. Le film a des scènes d'action absolument épiques, dantesques. Toutes les scènes de baston avec Octopus. La scène du train, avant d'être sur un train, Spider-Man et Octopus se battent à la verticale sur la surface d'un bâtiment avec un clocher. Et après ils sont sur le toit d'un train. Scène évidemment culte, cultissime, épique, qui figure parmi les meilleures scènes d'action de l'histoire du cinéma. Et la meilleure scène de combat dans un film de super-héros. Scène indétrônable, mais on le voit le CGI, dans ce film on voit que Spider-Man est fait en image de synthèse. Ça se voit plus que dans le premier. C'est un petit peu dommage, ça vieillit. Le film a quand même 18 ans, 2004, donc tourné en 2003. J'adore Octopus. Otto Octavius, alias le Docteur Octopus, Doc Ock, on peut l'appeler aussi, joué par Alfred Molina, qui joue extrêmement bien. Il est charismatique, intelligent, attachant. Il n'est pas méchant en plus de base, il est devenu méchant à cause de son expérience qui a mal tourné. Comme le bouffon vert dans le premier Spider-Man, Norman Osborn, alias le bouffon vert, Willem Dafoe. Otto Octavius, justement avant de devenir Octavius, est un scientifique qui a créé une source d'énergie à base de tritium, renouvelable et sans risque entre guillemets. C'est une des bases du film, on va y venir. Il a créé une puce inhibitrice, il le dit, parce que ses bras mécaniques, ses tentacules ont une intelligence artificielle. Donc la puce inhibitrice qu'il a créée sert à protéger ses fonctions cérébrales majeures et une partie de son cerveau, il le dit, qui sert à empêcher que les bras mécaniques le contrôlent. Il le dit aussi. Il dit c'est moi qui contrôle ses bras, mais ses bras ne me contrôlent pas. Quand il fait son expérience, il le fait devant des convives, devant des invités chez lui. Il le fait sans protection aucune, c'est extrêmement dangereux. Expérience, j'ai oublié de dire, financée par Oscorp et par Harry Osborn. Parce que Norman Osborn est mort dans le premier Spider-Man, et Harry était le fils unique de Norman. Donc c'est lui qui a hérité de tout. De la fortune de son père, donc milliardaire, et de Oscorp. Donc c'est Harry et Oscorp qui aident et qui financent Otto Octavius pour son expérience. Et Harry qui fournit le tritium. Son expérience part en couille. Il y a un acteur que j'aime bien dedans qui joue un des assistants de Otto, qui le prévient que son expérience est instable. C'est Daniel Dakim, un acteur qui joue dans Lost et Hawaii 5-0. Photo. Oui, c'est bien lui. Quand son expérience part en couille et devient instable, il est touché par un rayon et il se fait électrocuter. Déjà, je trouve ça étonnant que Otto survive à l'électrocution. Bon, enfin bref. La puce est grillée. Du coup, au final, ça fait l'effet inverse. Il est plus protégé par la puce inhibitrice. Du coup, c'est pas lui qui contrôle les bras. C'est plus lui, c'est les bras mécaniques et l'intelligence artificielle qui le contrôle. Il est comme possédé. Sa femme, Rosie, meurt. Elle est frappée par un bout de verre, on le voit. Sam Raimi est un génie de la mise en scène. Pour moi, Sam Raimi et James Cameron sont tous les deux des génies de la mise en scène. Je les classe tous les deux au même niveau. Les trois Spider-Man de Sam Raimi et Terminator 2, c'est du même level.
Deux putains de génies. Du découpage, de la mise en scène. Octopus, toujours neutralisé par l'électrocution, se retrouve à l'hôpital, allongé sur le ventre évidemment, il ne peut pas dormir sur le dos, puisque son système, ses bras mécaniques sont dans le dos. Attendez, il y a quelqu'un qui passe en vélo, je vais couper, je vais pas filmer sa gueule. Je disais, Octopus est toujours neutralisé par l'électrocution, il dort à plat ventre à l'hôpital. Il y a des chirurgiens qui essayent de lui enlever, enfin de couper ses tentacules avec une scie circulaire. Il se réveille, il défonce tous les chirurgiens. Scène puissante, violente, sombre qui fait penser à Evil Dead. Evil Dead, film d'horreur, horreur comique. Dans les années 80-90, je ne connais pas les années. Avec Bruce Campbell, que Sam Raimi a récupéré pour les Spider-Man. Dans les 3 Spider-Man, Bruce Campbell joue un rôle différent. Dans le premier, il joue l'organisateur du combat de catch, auquel Peter participe, avec son premier costume, entre guillemets, avant que Oncle Ben meure. Dans le 2, c'est le gardien, ou le videur, je ne sais pas, de la pièce de théâtre de Mary Jane. Peter arrive en retard, Bruce Campbell ne va pas le laisser entrer. Il fait un clin d'œil à Mysterio, il dit « Désolé, personne n'est admis après la fermeture des portes. Ça permet de maintenir l'illusion, qui est un clin d'œil à Mysterio, l'illusion, parce que c'est lui qui aurait dû jouer Mysterio dans un potentiel Spider-Man 4. Et aussi John Malkovich, qui aurait dû jouer le vautour. Projet abandonné au profit de The Amazing Spider-Man. J'aurais adoré, hein, évidemment, un Spider-Man 4, ça aurait été énorme. Et dans Spider-Man 3, il joue le gérant ou le patron, je ne sais pas, du restaurant italien où Peter va. C'est un restaurant italien en VF et un restaurant français en version originale. Un peu après, Octopus nous plagia, je vais vous expliquer, Dark Vador dans Star Wars épisode 3. Mais en fait, non. En fait, c'est Dark Vador qui copie, qui plagie Octopus, parce que Spider-Man 2 est sorti en 2004 et Star Wars épisode 3 en 2005. Un élément que je trouve absolument ridicule, c'est que MJ est sur le point de se marier avec le fils de Jameson, John Jameson, un astronaute, alors qu'à la fin du premier Spider-Man, à l'enterrement de Oncle Ben, MJ embrasse Peter en lui disant « Je t'aime tellement ». Et là, 2 ans après, parce que je répète, Spider-Man 2 se passe 2 ans après le premier, elle va se marier. Elle est déjà bien installée avec ce mec et sur le point de se marier. Seulement 2 ans après le premier. Sachant qu'un mariage, en vrai, ça se prépare, je sais pas, en 1 an ou 1 an et demi. Et quand un homme demande à sa femme de l'épouser, la demande de mariage, il le fait après plusieurs années de vie commune. Là, c'est seulement 2 ans après Spider-Man 2. C'est un petit peu ridicule, ça sort de nulle part. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas raccord par rapport à la réalité. 2 ans après, elle va se marier avec un mec. En plus, ce personnage sert à rien, il est sous-développé, sous-exploité. Mais le fait qu'il soit là, c'est juste en fait du fanservice envers la mythologie du personnage de Spider-Man, parce que c'est le fils de Jameson, c'est un astronaute, il existe dans la mythologie Spider-Man. C'est plus du fanservice qu'autre chose, c'est ridicule. Le personnage, je n'en vois pas beaucoup. Je répète, il est sous-développé, sous-exploité, il sert à rien. La scène Spider-Man qui se bat contre Octopus sur le clocher d'un bâtiment et après se retrouve sur le toit d'un train. Putain, la scène, c'est absolument magnifique, c'est indétrônable. Comme je disais au début, ça figure parmi les meilleures scènes d'action de l'histoire du cinéma et une des meilleures scènes de baston dans un film de super-héros, si ce n'est la meilleure. Putain, la scène, j'ai dû la voir, je ne sais pas, 100 fois, 150 fois, je sais pas. Parce que moi, j'adore regarder mes scènes préférées dans les films. Spider-Man 2, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois de façon normale. Mais la scène avec Octopus sur le train, putain, j'ai dû la voir 200 fois, quoi, j'en sais rien. La scène aussi de la livraison de pizza, j'ai dû la voir peut-être 100 fois aussi. Le combat final avec Octopus dans son nouveau repère, pareil. Bon, un petit peu moins, 50 fois peut-être, j'ai dû la voir cette scène. Je m'en lasse pas, c'est absolument énorme. Surtout le train. Peter perd ses pouvoirs dans le film plusieurs fois, on voit il se balance. Il a plus de toile, il se casse la gueule. Mais le fait qu'il perde ses pouvoirs, moi je pense que c'est émotionnel. Vu que tout ce qui lui arrive dans le film, il arrive énormément de couilles, de malheurs. Je vais tout citer. Tante May, qui a des problèmes d'argent,
Ah oui, puisque Oncle Ben est mort dans le premier Spider-Man. Donc elle se retrouve toute seule, elle a du mal à payer ses loyers, ses factures. Elle a des problèmes d'argent. Et elle donne quand même un billet de 20 $ à Peter pour son anniversaire. Harry, qui est remonté contre Peter, parce qu'il sait que Peter prend des photos de Spider-Man. Donc il s'est dit que il sait qui est Spider-Man, mais il ne lui dit pas. Son meilleur ami en plus. Peter, qui est toujours fou amoureux de Mary Jane, c'est la femme de sa vie, sur le point de se marier. Il a du mal à suivre ses cours auprès du professeur Connors. Professeur Connors qu'on voit enfin ici. Dans le premier Spider-Man, le professeur Connors, Kurt Connors, il est juste mentionné dans le film, mais on ne le voit pas. On le voit à partir du 2, et dans le 3, on le voit encore plus que dans le 2. Il a retard en cours, il a du mal à suivre ses cours, puisqu'il fait beaucoup de Spider-Man. Il est mal payé au Daily Bugle, Jameson le paye mal. Il n'arrive pas à assurer son boulot de livreur de pizza avec son patron, Monsieur Aziz. Donc je pense que le tout cumulé, l'accumulation de tous ces problèmes personnels, c'est psychologique et c'est émotionnel. Ça lui fait perdre ses pouvoirs. En plus, il jette son costume dans une poubelle, ce qui fait référence aux comics. Il y a un comics où il abandonne son costume comme ça dans une poubelle. Costume qui est récupéré par un SDF et qui le ramène au Daily Bugle. Otto Octavius, alias le docteur Octopus, on peut l'appeler Octopus maintenant. Doc Ock aussi. Là c'est bon, il est devenu Octopus. Il tente de recréer son expérience dans un nouveau repère. Il a besoin d'argent, il a besoin de fonds pour tout refaire. Mais il ne va pas redemander de l'aide à Harry. Non, il essaye de faire ça par ses propres moyens. Donc il a besoin de fonds, besoin d'argent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il braque une banque. Comme par hasard, il braque une banque dans laquelle se trouve Peter. Il y a Peter accompagné de Tante May qui parle à un banquier ou un employé de banque. Octopus braque la banque au même moment, au même endroit, au même moment, comme par hasard. C'est un petit peu ridicule. Il arrache le coffre-fort de la banque, il le jette en direction de Peter. En plus, il n'a même pas vu Peter. Peter, avec sa force surhumaine, pousse le bureau de Tante May pour la séparer, pour pas qu'elle se prenne le coffre dans la gueule. Enfin, la porte du coffre dans la gueule. Il se change en Spider-Man. S'ensuit une baston Spider-Man-Octopus. Spider-Man qui repère ses pouvoirs. On voit il est sur le mur, il n'a plus de toile. Il tente d'envoyer une toile, ça ne fonctionne plus. Il n'arrive pas à éviter un coup d'Octopus. Octopus le frappe avec son bras mécanique, un des bras mécaniques. La fameuse scène « Tu me tapes sur les nerfs, c'est ma spécialité. » Plus maintenant. Il kidnappe Tante May. Là aussi, je trouve ça un petit peu ridicule parce que Octopus ne sait pas que Spider-Man c'est Peter. Donc, il ne sait pas que Tante May c'est la tante de Spider-Man. Il y a plein de monde dans la banque. Il kidnappe quelqu'un. Et comme par hasard, il kidnappe Tante May. Voyez un petit peu. On ne sait pas pourquoi, forcément elle. S'ensuit une baston à la verticale sur la surface d'un bâtiment. Tante May qui sauve Spider-Man parce qu'Octopus attrape Spider-Man, il le jette et atterrit sur le bâtiment d'en face. Il atterrit dans des bureaux. Il passe par la fenêtre, il atterrit dans des bureaux. Il essaye de se projeter avec les bras. Il se projette vers Octopus. Octopus qui sort une sorte de pointe, de lame, sur un des bras mécaniques, sur le point de planter Spider-Man. Et la Tante May met un coup de canne dans la gueule d'Octopus, qui fait dévier son cou. Elle lui casse les lunettes de soleil. Ensuite, Octopus se barre. Et Spider-Man récupère Tante May, il la sauve. Elle lui dit « Je m'étais trompé sur votre compte. » Parce qu'à l'anniversaire de Peter, au début, chez Tante May, elle dit qu'elle n'aime pas Spider-Man. Elle le dit à Harry. Mieux tu le vois, mieux tu te portes. Et après, je m'étais trompé sur votre compte dès qu'elle se fait sauver. Vers le milieu du film, enfin plus vers les 3/4 du film, Peter tente de voir s'il a retrouvé ses pouvoirs. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette d'un bâtiment. C'est un peu après qu'il ait revu Tante May, sur le point de déménager. En plus, elle est aidée par un voisin, un gamin qui s'appelle Henry, qui a 9 ans, qui l'aide à faire ses cartons, à déménager. Elle lui dit qu'elle est très fière de lui avoir avoué la vérité. Parce qu'un peu plus tôt, Peter a avoué la vérité à Tante May, qu'il est partiellement responsable de la mort de Oncle Ben. Il dit Oncle Ben m'a déposé à la bibliothèque dans le premier Spider-Man, mais je n'y suis pas allé. Je suis allé dans un autre endroit, un endroit où je pensais pouvoir gagner l'argent. J'ai remporté le prix, le type n'a pas voulu me payer, il s'est fait braquer. J'ai vu le voleur courir vers moi, j'aurais pu l'arrêter facilement. Bon, je connais pas les phrases par cœur, sans mauvais jeu de mots, par cœur. J'aurais pu arrêter le type, mais je voulais me venger.
Ensuite, il a voulu voler une voiture, il a pris celle d'Oncle Ben. Oncle Ben lui a dit non, il l'a tué. Peter s'en voudra toute sa vie. Oncle Ben est mort ce soir-là. Je lui tenais la main quand il est mort. Bon. Un peu après qu'il ait dit ça à Tante May, il revoit Tante May sous le point de déménager. Et enfin après, on y vient. Puis il tente de retrouver ses pouvoirs. Pour savoir si ses pouvoirs sont réapparus, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette d'un bâtiment. Il aurait pu se tuer. Il est complètement barjot. Il aurait pu faire beaucoup plus simple. Il aurait pu essayer de tisser de la toile avec les bras, envoyer de la toile. Ou essayer de soulever un truc lourd, vu qu'il a une force surhumaine. Non, non. Il est sur le toit d'un bâtiment, il court, il se jette du bâtiment pour essayer d'atteindre le bâtiment en face. Pendant un certain moment, il y arrive, mais ses pouvoirs ne sont pas complètement revenus. Il se casse la gueule. Il essaie de se rattraper avec des draps qui sont suspendus. Il se prend un mur dans la gueule et il atterrit sur des bagnoles. J'ai vu le making-of de cette scène. Tobey Maguire est doublé par un cascadeur sur certains plans. Notamment le plan aussi où il est par terre avant qu'il se relève. Photo. Eh oui, je disais, ça se voit derrière la tête, au niveau des cheveux, que c'est pas Tobey Maguire. J'ai oublié de parler de la bande originale, composée par Danny Elfman, comme dans le premier Spider-Man. Dans le 3, c'est pas lui. Dans Spider-Man 3, c'est Christopher Young. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé de compositeur. Bon, enfin bref, le 3, ça sera plus tard. La musique est la même que le premier. Musique absolument épique, culte. Une des meilleures bandes originales de l'histoire du cinéma, évidemment. Musique qui donne des frissons, putain, à chaque fois. En plus, de temps en temps, je l'écoute sur YouTube. Je tape Spider-Man thème, Spider-Man soundtrack, et puis je l'écoute de temps en temps. Putain, elle est magnifique. Octopus qui a besoin de tritium de nouveau pour alimenter son expérience, va chez Harry pour lui voler le tritium. Harry ne cède pas. Il le suspend dans le vide de la tête à l'envers pour le menacer. Harry lui dit « Calmez-vous, descendez-moi, on va faire un marché ». Il lui dit « Trouvez Spider-Man, je vous offre tout le tritium de la Terre. Encore mieux, ramenez-le-moi vivant. » Comment je trouve Peter Parker. Il prend des photos de Spider-Man. Vous l'obligerez à vous dire où il est. Octopus qui trouve Peter dans un restaurant. Comment il le trouve, on ne sait pas. C'est dommage qu'ils n'aient pas expliqué comment ils ont pu le trouver. Sachant que dans New York, il y a plus de 8 millions d'habitants. Donc comment voulez-vous trouver une personne sur 8 millions? Super. Peter qui est dans un restaurant avec MJ. Ils se sont donné rendez-vous. MJ demande à Peter s'il l'aime. Il lui dit non, alors que oui, évidemment. Elle demande à Peter qu'il l'embrasse. C'est ce qu'ils étaient sur le point de faire. On le voit tous les deux s'approcher au ralenti. Et là, il y a une bagnole qui arrive vers eux. En fait, c'est Octopus qui a lancé une bagnole sur Peter. Octopus lance une bagnole sur Peter. Il aurait pu le tuer, évidemment. Il lance une bagnole dans la gueule alors qu'il ne sait pas que c'est Spider-Man. Il aurait pu le tuer. Alors qu'il était censé tout simplement parler avec lui. C'est pas logique. Les pouvoirs de Peter sont revenus. On voit le sens d'araignée de Peter, son 6e sens qui s'active, qui lui permet d'éviter la bagnole. Il attrape MJ. Ils tournent tous les deux. La bagnole qui passe au ralenti au-dessus de leur gueule. Scène culte. Il n'y a pas la bagnole qui s'écrase sur le comptoir derrière eux. Peter Parker et sa petite amie. Alors qu'en fait non, ils ne sont pas vraiment en couple. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux trouver ton ami l'homme araignée. Dis-lui de me retrouver devant la tour de Westside à 3 heures. Je ne sais pas où il est. Trouve-le, ou je l'épluche vivante comme un frémur. Tching, tching, tching. Si vous touchez à un seul cheveu d'elle, tu feras quoi? Et il le jette contre le mur, et puis il y a des planches qui s'écrasent sur sa gueule, et puis il est assommé. Octopus qui kidnappe MJ. Au moment de se barrer, enfin quand il se casse du restaurant, dans la rue, on le voit qu'ils sont en image de synthèse. MJ et Octopus sont faits en image de synthèse. C'est des doublures numériques, du CGI, ça se voit.
c'est un petit peu vieilli. Peter qui se réveille, qui sort des planches, enfin qui sort et qui enlève les planches au-dessus de lui, qui sont tombées sur sa gueule. Il serre le poing, enfin d'abord il voit que ses pouvoirs sont réapparus, même s'il a utilisé son 6e sens un peu plus tôt. Il voit que sa vue s'est corrigée, s'est améliorée, parce que quand il n'a pas de pouvoir, il met des lunettes. Quand il a des pouvoirs, ben, ça corrige sa vue. Donc il voit que sa vue est améliorée, donc il a compris que ses pouvoirs sont revenus. On voit sa main en gros plan, il serre la main, il serre le poing. Ça c'est aussi un cliché du cinéma. Quand le personnage est énervé, il est sur le point de se battre, on voit son poing comme ça. Il récupère son costume chez Jameson. Comment il sait que son costume était chez Jameson? On ne sait pas. Nous arrivons à la fameuse scène du train. Le bâtiment avec l'horloge, les aiguilles et le train. Comme je le disais, je le répéterai jamais assez. C'est une des meilleures scènes de baston dans un film de super-héros. Scène absolument indétrônable. Sam Raimi est un putain de génie de la mise en scène. Putain, ça reste en tête. Putain que c'est beau. Mais on voit les doublures numériques de Spider-Man et d'Octopus. Parce que dans un film Spider-Man, ça jongle avec les trois. C'est l'acteur dans le costume, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, avec un costume fait sur mesure, évidemment. Une doublure, un cascadeur, d'à peu près même taille et même carrure que l'acteur. Et quand c'est trop dangereux, c'est du CGI. Et quand c'est du CGI, de l'image de synthèse, ça se voit, surtout dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Et là, oui, ben on voit beaucoup trop le CGI, c'est numérique. Spider-Man est fait en CGI sur beaucoup de plans, ça se voit. Parce que ça vieillit, parce que le film date de 2004. Putain, ils se battent à la verticale sur la façade du bâtiment. Octopus fait tomber Spider-Man. Spider-Man entraîne Octopus dans sa chute, il lui tire 2 toiles sur le torse. Il tombe avec lui, ils se battent en l'air, et puis ils atterrissent sur le toit d'un train et continuent à se battre sur le toit du train, sur le côté. Putain, c'est un truc de branque. Octopus dégage Spider-Man, il arrive à le dégager. Il arrache le boîtier d'accélération, enfin le levier d'accélération. Il fait accélérer le train, il arrache le levier. Train qui est inarrêtable, en plus la voie ferrée n'est pas finie. Spider-Man qui revient. Octopus qui fait un petit jeu de mots. Ne rate pas ton train. Il jette le levier. Octopus se casse. Spider-Man qui essaie d'arrêter le train. Il y a une petite explosion, il y a un truc qui pète. Ça salit son masque. Et qui voit pas bien, il enlève son masque. Et du coup, il est démasqué devant tous les passagers. Il essaye d'arrêter le train. Il se met devant. J'adore au début. Il met son pied sur les planches. Forcément, le train avance. Comme il est plus ou moins incassable, Spider-Man, il est extrêmement résistant avec son pied. Ça défonce toutes les planches. Ça lui fait mal au pied et mal au genou. Il tire 2 toiles, une toile de chaque côté. Comme c'est pas assez solide et que le train avance toujours, il envoie les toiles sur des fenêtres. Les fenêtres cèdent. Il en envoie plein, il en envoie une vingtaine de chaque côté. Évidemment, c'est plus solide. Il force comme un grand malade. Comme il a une force de ouf, ça fait ralentir le train. Il est pris de fatigue d'un coup. Il a tout donné, quoi. Il a arrêté le train. Enfin, le train dépasse un petit peu de la voie. Il est quand même arrêté. Il est pris de fatigue. Il s'endort. Le passager le ramène. Il le porte tel Jésus, tel leur sauveur. C'est leur sauveur, c'est magnifique. Un truc que je trouve un petit peu ridicule, c'est que t'as 2 gamins. Oui, c'est les 2 gamins qui ramènent son masque. Comment ils ont trouvé son masque, on ne sait pas. J'ai entendu que c'était les frères de Tobey Maguire d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai entendu que c'était les fils de Sam Raimi. Donc je ne sais pas trop comment prêcher la vérité. Est-ce les frères de Tobey Maguire, ses petits frères, ou le fils de Sam Raimi? Je ne sais pas. Peut-être que vous le savez. Comment ils ont trouvé le masque, on ne sait pas. Il lui ramène son masque, il le met, il ne dit même pas merci en plus. Un des 2 gamins dit il y a Spider-Man, on ne le dira à personne. Et là, Octopus débarque. En fait, le fait que les 2 gamins aient trouvé le masque et lui donnent, c'est un prétexte pour pas qu'Octopus sache tout de suite qui est Spider-Man. Il met le masque, Octopus débarque même pas 1 minute après, 30 secondes après, comme par hasard, bon, enfin bref. Il tient à peine debout, il est extrêmement fatigué. Octopus dit « il est à moi », et là tous les passagers se mettent devant lui pour le protéger.
Il y a un mec qui dit si vous le voulez, il faudra d'abord me passer dessus. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Il y a une quinzaine de passagers qui se mettent devant lui pour le protéger, protéger leur sauveur. Il les écarte, il les fait dépasser du train sur les côtés. Et avec une autre tentacule, il lui met un coup de poing dans la gueule, il lui met un coup dans la gueule, il l'assomme, il le ramène chez Harry. Ils ont tous les deux eu ce qu'ils veulent, Harry et Octopus. Harry a Spider-Man et Octopus a le tritium en échange. Il le met sur le canapé. Où dois-je le mettre? Harry fait un signe de la main. Octopus le pose sur le canapé, il est neutralisé. Il a entouré Spider-Man de fils barbelés. Moi, à la place d'Octopus, j'aurais démasqué Spider-Man. Il s'est juste contenté de ramener Harry. Pendant qu'il est neutralisé, endormi, moi, à la place d'Octopus, toi, j'aurais démasqué Spider-Man pour savoir qui c'est. Par curiosité. Genre Octopus s'en fout. Bon, enfin bref. Octopus se casse avec le tritium. Harry qui prend un poignard, sur le point de tuer Spider-Man. Il lui dit j'aimerais pouvoir te faire souffrir autant que tu m'as fait souffrir. Voyons d'abord qui se cache derrière le masque. Que tu me regardes dans les yeux quand tu mourras. Il le démasque, il est en panique, il est choqué. Que Spider-Man soit Peter, son meilleur ami. Peter, tu as tué mon père. Avec les larmes à l'œil. Peter qui fait une tête, qui grince des dents. Et là on voit bien que comment c'est fait. La discussion reprendra plus tard. Il dit Harry, il a enlevé MJ. Parce que là, à ce moment-là, Harry ne sait pas qu'Octopus avait kidnappé MJ. Non, ce qu'il voulait c'était le tritium. Où l'a-t-il emmené? Où l'a-t-il enfermé? Harry laisse partir Spider-Man. Il le retrouve dans son nouveau repère. Le combat final. J'aime bien le combat final, mais je préfère 100 fois le train. Évidemment, le toit du train, c'est indétrônable. Enfin, je dis toujours le toit du train. Mais c'est la scène complète, où ils se battent à la verticale sur le toit du bâtiment avant d'être sur le toit d'un train. C'est le tout. C'est mythique, c'est indétrônable. Et aussi dans le combat final, on voit les doublures de Spider-Man. Octopus moins, enfin les doublures numériques que c'est CGI. Octopus moins. Ils se battent, Peter arrive à raisonner Octopus, il lui enlève le masque. Brillant, mais paresseux. Parce que oui, j'ai oublié de dire qu'Octopus, à leur première rencontre, Peter et Octavius, il était Octavius, il n'était pas encore Octopus, justement avant. Il dit qu'il est ami avec le professeur Connors. Connors dit que vous êtes un élève brillant. Il dit aussi que vous êtes paresseux. Brillant, mais paresseux. Peter arrive à raisonner Octopus en lui répétant ce qu'il lui a dit au début. L'intelligence n'est pas un privilège, c'est un don qu'on doit mettre au service de l'humanité. Il lui dit de ne pas écouter les bras, l'intelligence artificielle. Il lui dit de se reprendre en main. Ah, le jeu de mots. N'écoutez pas ces choses. Elles ont fait de vous ce que vous n'êtes pas. C'est à vous de m'écouter. Il reprend le contrôle, il reprend ses esprits. C'est au final lui maintenant qui a le contrôle sur les tentacules. Il lui demande comment neutraliser la boule d'énergie. On ne peut pas le neutraliser, on ne peut pas le débrancher. Il est devenu autonome. À moins que le fleuve, noyez-le. Je vais le faire. Donc le seul moyen de neutraliser la boule d'énergie, qui est instable, qui est de plus en plus instable, qui risque de menacer New York, on ne peut pas le débrancher. Le seul moyen, c'est de la noyer dans le fleuve. Octopus le fait. Il accepte de se sacrifier en défonçant tous les systèmes mécaniques qui tiennent la boule d'énergie. Il détruit tout. Il fait tout couler dans le fleuve, il se sacrifie, il se suicide. Peter est démasqué. Il se retourne et MJ découvre que Spider-Man c'est Peter. Elle fait une tête, elle est choquée. J'aime bien cette scène, je la regarde assez souvent, je vous cache pas. La scène de la révélation. Elle sait que Spider-Man et Peter sont la même personne. Elle est à la fois choquée et surprise. Harry qui a des hallucinations de Norman, de son père devant le miroir, il a toujours le poignard à la main. Il entend des cris, des rires du bouffon vert. En fait, c'est l'esprit de Norman, enfin c'est des hallucinations, comme avait Norman dans le premier, alors que Harry n'a pas encore pris le sérum, j'ai jamais compris pourquoi. Ils sont barjots de père en fils. L'esprit de Norman, enfin son hallucination, pousse Harry à le venger, mais Peter est mon meilleur ami, et je suis ton père. Tu es faible, et tu le resteras tant que tu n'auras pas pris le contrôle de la situation. Norman pousse Harry à le venger, il ne veut pas.
Venge-moi. Non. Et il jette le poignard sur le miroir, ça le brise, évidemment. Et puis il découvre la planque du bouffon vert. Et il découvre que son père était le bouffon vert. Il découvre tout son arsenal, un mur de grenades, les planeurs, le casque, il découvre tout. C'est bizarre qu'il y ait aussi la machine qui permet de recevoir le sérum. Alors que Norman a fait ça à son labo dans le premier. Et il a fait ça une seule fois dans son labo. Je comprends pas pourquoi il y a cette cabine avec tout le système dans sa planque. Peut-être qu'il savait tout et qu'il a laissé ça pour Harry. C'est possible. Et puis tout se joue dans la suite dans Spider-Man 3. Le mariage de MJ et son mec qui sert à que dalle. Mariage qui n'a pas lieu. MJ ne se marie pas. Elle laisse tomber son mari comme ça. Enfin justement, pas son mari. Elle est en robe de mariage, elle court chez Peter. Elle lui dit qu'elle l'aime. Qu'elle est prête à partager sa vie avec lui et tous les risques liés au fait qu'il soit Spider-Man. Tous les ennemis qu'ils devront affronter, tout ça. Ils en ont vaguement parlé, un petit peu parlé après qu'il les sauvé, quand ils sont tous les deux accrochés sur la toile. Ils s'embrassent. La fenêtre de l'appartement de Peter est ouverte. On entend des sirènes de police. MJ laisse Peter y aller. Arrête ces types, Caïd. Phrase reprise dans le 3. Arrête ces types, Caïd. Et il y va, il se balance. Il va pour voir ce qui se passe. Il se balance, on voit qu'il y a un hélicoptère, on voit que Spider-Man, bon, il a encore une nouvelle fois numérique, fait en synthèse. En plan séquence plutôt magnifique. On voit que Spider-Man se balance plus rapidement que l'hélicoptère, il est plus rapide que l'hélicoptère. Et puis ça finit sur un plan de Mary Jane à la fenêtre. Elle fait une tête. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai dit pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. Moi j'espère que je me suis plutôt bien débrouillé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je faisais à la fois un résumé et une critique. Moi mes critiques sont comme ça, mes rétro-critiques, mes rétro-critiques. Je raconte un peu le film quoi. Je raconte le film en disant ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu, en essayant de détailler un petit peu. En fait, j'arrive pas à faire une critique, une rétro-critique, une critique pure. Il faut toujours que je raconte le film. J'arrive pas à faire autrement. C'est comme ça chez moi. Je pense que je me suis bien démerdé, que ça vous a plu, cette rétro-critique en piste vous a plu. Vous pouvez me dire dans les commentaires, comme je disais au début, si ça vous a plu ou non. J'ai dit pas mal de choses. Comme je disais, moi, le 2, Spider-Man 2, c'est celui que j'aime le moins de la trilogie. Je préfère le 1 et le 3. Même si, objectivement, Spider-Man 2 est un chef-d'œuvre. Il est extrêmement apprécié, c'est une référence. Il est considéré comme un des meilleurs films de super-héros. Qui est le cas, je peux comprendre, mais je trouve qu'il est un peu mou, un peu lent. En fait, j'aime que les scènes d'action de ce film. Je trouve qu'en dehors de ça, c'est mou, c'est lent. Je préfère comment c'est branlé dans le 1 et le 3, par exemple. Je m'arrête ici, et puis je vous dis, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.